Bonsoir, bienvenue dans Face à Face. Ce soir, nous accueillons Monsieur Antoine Karam. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le sénateur de la Guyane. Exact. Première question, je sais que vous n'avez pas la langue de bois. À quoi sert un parlementaire et à quoi sert en particulier un parlementaire de Guyane? Alors, pour tout vous dire, moi je suis d'abord un militant et je m'inscris dans cette démarche. Militant veut dire qu'être au contact de la population, à la fois en Guyane et aussi en France hexagonale. Je ne suis pas un sénateur notable et je l'avais dit dès le départ. Je suis là pour aider mes compatriotes, pour aider mon pays. Et en ce sens, je me sers de cette instance qu'on appelle le Sénat pour faire passer tous les messages de la Guyane, être partout là où il faut pour qu'on entende la parole de la Guyane. Monsieur le sénateur, droit dans les yeux, c'est pas un poste fictif. Pas vous, je parle des parlementaires en général, qu'ils soient députés ou sénateurs de Guyane, compte tenu qu'on n'arrive pas à se faire entendre par la métropole. Alors, moi, je ne dirais pas qu'on ne se fasse pas entendre. Je dirais que c'est la façon dont on a appréhendé les questions avec nos interlocuteurs des gouvernements respectifs, quels qu'ils soient, et avec ceux qui font la loi à Paris. Si vous restez dans votre coin, si vous n'agissez pas, vous n'avez pas d'avenir, de présent et d'avenir politique. Mais si vous êtes présent en permanence et si vous tapez en chaque fois du poing sur la table et que vous réclamez, on finit par vous entendre parce que ce qui choque souvent nos gouvernants, c'est qu'on leur dit que de toute façon, si les élus ne sont pas entendus, c'est la rue qui prendra le relais et c'est bien souvent le cas en Guyane. Alors, dernièrement, il y a eu une mesure que vous avez réussi à faire adopter, que tout le monde trouve positive. Est-ce que vous pouvez nous en parler sur l'adaptation des normes au territoire guyanais déjà, et puis ensuite quelles conséquences cela va avoir concrètement sur le bâtiment ici en Guyane? Alors c'est la loi CAP, création, architecture et patrimoine. Moi j'ai trouvé complètement inadmissible qu'on puisse nous imposer les normes. Il y a un principe de... Je parle aux téléspectateurs des normes européennes. Des normes européennes. Il y a un principe de réalité pour la Guyane qui est située en Amazonie à 7000 km de l'Europe. Comment voulez-vous faire du logement social en Guyane qui ressemble à 100% aux logements sociaux qui existent en France hexagonale? Quand on pense que nous avons un climat que vous connaissez, il faut ouvrir nos maisons. Or, vous observez que toutes les constructions en Guyane sont dupliquées totalement de celles qui se font en France hexagonale. Et ça, j'ai protesté. J'ai fait passer un amendement qui a été rejeté en première lecture, d'abord par le gouvernement, mais qui a été repris à plus de minuit, pour expliquer qu'il faut une mesure dérogatoire sur la base d'une expérimentation de 7 ans, pardon. Et c'est en ce sens que mon amendement a été accepté pour que l'on puisse permettre aux architectes guyanais de mettre en place des normes qui correspondent à la réalité. Le coût de construction va être moindre? Le coût de construction pourra être moindre si, là encore, les matériaux sont acceptés. Vous savez qu'on nous impose les normes européennes pour les matériaux. Vous allez demander à un habitant d'Antekumpata, de Camopi, de mettre des normes européennes à son carbet et à ses bardeaux. Je trouve ça inadmissible. C'est en ce sens que ça a été accepté. La ministre des Outre-mer, Georges Paul-Langevin, est arrivée récemment sur le territoire. Lors d'un reportage, on a vu qu'il y avait la possibilité éventuellement de favoriser l'autoconstruction. Vous y êtes favorable? J'y suis tout à fait favorable. Je rappelle que ça n'est pas la... Vous craignez pas les dérives? Non. Pourquoi? Parce que tout le RHI du village chinois, de la zone du village chinois, a été fait en autoconstruction il y a une trentaine d'années. Je pense qu'aujourd'hui, si on donne... Alors, il faut naturellement que les mairies imposent un certain nombre de règles. Il ne s'agit pas de mettre en place un système d'anarchie qui ferait qu'on ferait n'importe quoi. Non, moi je pense sincèrement qu'il faut favoriser l'autoconstruction, surtout lorsqu'on n'a pas de très gros moyens. Donc ça c'est le bâtiment. Maintenant parlons d'un problème crucial. Et j'attends de vous que vous nous disiez la vérité. Est-ce qu'on court à la catastrophe du point de vue financier au niveau de la CTG? La situation est extrêmement complexe et difficile et à ce titre, le président de la CTG... Très inquiétante. Très inquiétante. A convié les parlementaires et le président de l'association des maires à une réunion vérité vendredi. Qu'est-ce qu'il en est ressorti? Il en est sorti que le budget de la CTG sera un budget contraint cette première année et que si la CTG n'obtient pas une garantie financière de l'État pour se lancer dans un emprunt pour lui permettre de relancer des investissements, notamment dans le BTP, il y aura des risques majeurs. Est-ce que la ministre vous a apporté cette garantie? Alors la ministre, elle est, on peut dire... À part visiter, je vois pas trop... C'est Bercy qui a la main. Et le Premier ministre. Le Premier ministre d'abord et Bercy. Moi, j'espère sincèrement, et il faut, pour que l'intérêt général puisse l'emporter, que nous aurons cette garantie financière. En décembre 2015, le Premier ministre, lors d'une séance à l'Assemblée, a déclaré à l'adresse de Madame Chantal Berthelot, le plan d'avenir sera décliné pour le premier trimestre 2016. Ça n'est pas le cas. Et ce n'est pas le cas. Et ça commence à nous énerver.
Alors, après l'énervement, qu'est-ce qu'il faut faire? Non, mais vous me connaissez. C'est pas parce que je suis proche d'un gouvernement que j'ai la langue de bois. Et nous avons averti le gouvernement déjà plusieurs fois. Si le le président de la République ne respecte pas leurs engagements, il y aura des tensions sociales très fortes, non maîtrisables en Guyane. Parce que le chômage explose en Guyane, il est de 30%, pas de 20%, mais de 30%, et il touche plus de la moitié de la population de la Guyane. Si le plan d'avenir ne se concrétise pas, alors il y a une première approche, c'est l'OIN, l'opération d'intérêt national. C'est pas encore un gadget, ça? Pour l'instant, concrètement, on a vu une opération qui a commencé dans ce qu'on appelle l'écoquartier de Rémire-Montjoly sur le site dit Vidal, qui montre qu'il y a des possibilités de mettre du foncier à disposition, même si je ne suis pas trop d'accord que ce soit les PAC qui gèrent ce foncier en notre nom, mais il y a un début. Mais il faut aller très vite parce que les Guyanais n'attendront pas longtemps qu'on leur fasse des promesses qui ne seront pas respectées. On va mettre de côté votre casquette de sénateur, on va revenir aux militants que vous êtes. Votre parti, le PSG, va très mal. Le PSG est en difficulté, je le reconnais, mais ça n'est pas la première fois. Le PSG a une histoire. Une histoire, il est ancré dans le paysage politique de la Guyane depuis maintenant 60 ans. Notre secrétaire général a demandé l'organisation d'un congrès qui se déroulera le 2 juillet. Elle a annoncé son départ. Est-ce que vous seriez, vous? Non, pas du tout. Pourquoi? J'ai été secrétaire général. Et pourquoi vous ne reviendrez pas pour sauver le parti? Non, pas sauver. Il y a des jeunes que nous préparons qui prendront des responsabilités. Moi, j'ai confiance en cette jeunesse militante qui est en train de travailler. Vous avez un nom? Non, il n'y a pas de nom. Il appartiendra à la convention de décliner. La convention se déroulera samedi. C'est une instance qui fonctionne de décliner le profil de poste du secrétaire général et démocratiquement, les sections choisiront leur secrétaire général le 2 juillet. Un candidat du PSG pour la législative, vous y croyez? Un candidat? Écoutez, pour l'instant, nous avons un député. Il s'appelle Gabriel Serville, il est sortant. Il est toujours au PSG? Il est toujours au PSG. Au moment où je vous parle, Gabriel Serville est toujours au PSG. Et moi, je m'en réjouis. Parce que moi, je pense à la diversité des idées. Il peut y avoir des divergences. Il y en a, il ne faut pas se le cacher. Il a annoncé son départ du PSG. Il a annoncé son départ, mais pour l'instant, aucune lettre de démission n'a été présentée à la direction du Parti socialiste guyanais. Alors pour moi, c'est un camarade qui fait partie intégrante du Parti socialiste guyanais. Le Sénat, on a dit que ça ne servait à rien. Vous partagez ce point de vue? Alors bon, je ne voudrais pas dire que le Sénat ne sert à rien, c'est un contre-pouvoir. C'est un contre-pouvoir, malheureusement, vous savez, comme il y a souvent des alternances politiques en France hexagonale, l'Assemblée nationale, la majorité est celle du gouvernement, du président de la République, et le Sénat est dans l'opposition. Alors lorsqu'une loi est votée à l'Assemblée nationale, elle est contrariée au Sénat, et souvent en deuxième lecture, il y a une reprise en main par l'Assemblée nationale. C'est un jeu de rôle. Mais moi, je vous l'ai dit dès le départ, et je l'ai annoncé lorsque je me suis présenté à la candidature pour être sénateur. Dès le départ, pour moi, c'est un outil pour permettre à la Guyane d'avancer en étant une sorte d'interface de lien entre la France hexagonale, entre le gouvernement et les Guyanais qui ont de plus en plus de besoins. Dernière question, l'abandon de la déchéance de nationalité par le président Hollande, c'est une bonne ou une mauvaise chose? Écoutez, de la façon dont les choses se sont déroulées, il vaut mieux qu'on en finisse. Moi, je pense que il a fait preuve d'intelligence politique. Ce sera le mot de la fin. Merci d'avoir participé à cette émission, monsieur le sénateur Karam. Merci. Les programmes continuent sur ATV Guyane. À bientôt, les amis.